Bonjour et bienvenue. Comme Amélie a dit, nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, veuillez écrire dans la boîte de dialogue qui vous êtes et d'où vous nous rejoigniez. Veuillez également sélectionner votre langue de prédilection. Pour sélectionner une langue, cliquez en bas de votre écran et vous voyez l'icône du globe et vous pouvez après sélectionner l'anglais ou le français. Tout le monde doit sélectionner une langue afin d'assurer que vous pouvez entendre tous nos intervenants aujourd'hui. Vous pouvez aussi choisir si vous aimeriez voir les sous-titres pendant la réunion d'aujourd'hui. En bas de votre écran, vous verrez un icône avec 2C et vous pouvez cliquer sur ces 2C pour afficher les sous-titres. Pour cacher les sous-titres, vous pouvez aussi cliquer sur ce même icône pour les cacher plus tard. Ces sous-titres sont une fonction automatique de Zoom et peuvent donc ne pas être exacts à 100%. Sur la plateforme Zoom, les sous-titres sont uniquement disponibles en anglais pour le moment. Nous avons également partagé quelques questions de sondage ce matin. Nous vous demandons de répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres participants. Si vous voulez lire les questions en français, nous avons saisi ces questions dans la boîte de dialogue et nous avons affiché les questions en anglais et en français sur la diapositive aussi. Vous pouvez prendre quelques instants pour vous présenter dans la boîte de dialogue, de répondre aux questions de sondage, de choisir la langue, le canal de langue ainsi que les sous-titres. Nous allons commencer dans quelques instants. Bienvenue à tous et à toutes à cette session d'aujourd'hui. Merci d'être ici avec nous.
Je tiens à vous accueillir encore une fois. Je m'appelle Vredinget et je suis chargée de programme pour le projet Knowledge Success au Centre de programme de communication de Johns Hopkins. Knowledge Success est ravi de travailler en partenariat avec FP 2030 pour cette série. C'est notre 21e et dernière conversation dans la série Connecting Conversations. Si vous avez loupé les conversations précédentes, vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube de FP 2030 ou lire les récapitulatifs dans un blog sur le site web de Knowledge Success. Cette conversation durera environ 1 heure et nous aurons une discussion ouverte de questions et réponses avec nos 3 intervenants. Comme je l'ai déjà mentionné, cette session est interprétée simultanément en français et enregistrée en anglais et en français. Les enregistrements seront disponibles dans les prochains jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez sélectionner votre langue de prédilection en cliquant sur l'icône du globe en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez choisir aussi de couper l'audio original et tout le monde devrait sélectionner une langue pour pouvoir écouter tous nos intervenants. Et un rappel sur le sous-titrage. Vous pouvez choisir de lire ou non les sous-titres pendant la session. En bas de votre écran, vous verrez un icône avec les 2 C. Vous pouvez afficher ou masquer les sous-titres en cliquant sur cette icône. Les participants n'auront pas de microphone activé pendant la session, mais vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de dialogue pendant la session. Mes collègues de Knowledge Success et FP 2030 seront les modérateurs de la boîte de discussion et nous nous répondrons à autant de questions que possible. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, voici quelques informations sur cette série de conversations. Connecter des conversations est une série de discussions sur la santé reproductive et adolescente des jeunes. La série a été divisée en 5 thèmes. Nous avons commencé par un survol et la création d'une compréhension fondamentale du développement de la santé et des adolescents. Nous avons poursuivi en explorant l'engagement des influenceurs essentiels pour améliorer la santé reproductive des jeunes. Le 3e thème s'est concentré sur les services adaptés aux adolescents. Et le 4e, l'exploration de l'atteinte des populations clés des jeunes. Pour notre dernière série de conversations, nous avons examiné certaines des tendances émergentes et des approches transformationnelles. Nous terminions cette dernière série, cette dernière conversation avec une discussion sur la création de partenariats et de confiance avec les organisations dirigées par des jeunes, les bailleurs de fonds et les ONG. Avant de présenter notre modératrice, j'aimerais commencer par regarder les réponses aux questions de sondage. Si nous pouvions les afficher. Quels sont les éléments importants pour des partenariats efficaces et de confiance entre adultes et jeunes? Établir des objectifs et des attentes claires pour chacun dès le début, respect mutuel et volonté de poser des questions en cas de malentendu, inclure le renforcement des capacités des jeunes et des adultes, valoriser les jeunes, laisser aux adultes, aux jeunes et aux partenaires la possibilité de se développer. Toutes ces réponses, aucune de ces réponses. Deuxième question. Quels types d'indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer les partenariats adultes-jeunes? Et vous avez pour la plupart sélectionné toutes les réponses précédentes, qui sont les niveaux des jeunes, niveau des adultes, niveau organisationnel. 3e question. J'ai établi auparavant un partenaire efficace avec les jeunes dans mon travail lié à la SSRAJ. Et vous avez 82% dit oui. C'est très bien. Ces questions servent de présentation du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et maintenant, je vais prendre quelques instants pour présenter notre modératrice, Emily Sullivan. Emily est responsable de l'engagement des jeunes au FP 2030. Nous sommes ravis de la voir ici avec nous comme notre dernière modératrice. Émilie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Brittany. Il n'y aura pas de présentation élaborée pour nos panélistes aujourd'hui parce que nous préférons laisser le temps pour plus de discussions, plus d'engagement, plus de questions. Comme Émilie a dit, je m'appelle Emily Sullivan, je travaille à FP 2030, mais je suis ici avec un groupe incroyable de personnes formidables qui ont tous été invitées ici pour participer à cette conversation parce que
ce sont tous des militants, des personnes qui travaillent pour défendre les droits des jeunes dans leurs institutions. Nous avons Joy Muntali, qui travaille avec la plateforme Green Girls, les filles vertes. J'ai invité Joy parce que cette organisation est une organisation qui lutte contre le changement climatique. Joy a fait du bon travail pour établir des relations avec des parties prenantes et des bailleurs de fonds. Elle a fait du bon travail avec cette organisation. Voilà pourquoi l'organisation a réussi avec certaines initiatives et les levées de fonds. Nous avons aussi Mariana Reyes avec Y Yo Por qué No, qui est une organisation basée au Mexique. Elle est ici parce que Mariana a une perspective intéressante de ce qu'il veut dire de travailler en tant qu'adolescent. Et quelle est l'expérience réelle d'une adolescente qui travaille dans ce domaine? Comment faire du plaidoyer? Comment réaliser vos objectifs en tant que mineur? Comment faire preuve de bonnes valeurs et aussi comment tout simplement trouver le soutien et le financement nécessaires pour l'organisation. Nous avons aussi Anna Aguilera avec Engender Health. Vous savez tous que c'est une ONG multinationale. Anna croit fortement dans les institutions et les organisations. Elle fait du bon travail avec Engender Health et c'est toujours très rassurant de savoir qu'il y a de très bonnes personnes qui travaillent dans des grandes organisations. Même chose pour Mike McCabe. Mike est ici, il est représentant de l'USAID. Nous savons tous que c'est une des organisations, des agences les plus importantes dans ce domaine. Et Mike a de très bonnes valeurs et vit avec, il fait preuve de ses valeurs tous les jours dans son travail et dans sa vie quotidienne. Donc, c'est un groupe excellent de personnes ici avec nous aujourd'hui. Lançons-nous. Peut-être est-ce un mal nécessaire, mais la première chose pour toutes les conversations concernant les partenariats avec les jeunes, l'engagement des jeunes et l'implication des jeunes, c'est d'utiliser un terme qui sont parfois utilisés de manière interchangeable. En quoi pensez-vous que la terminologie compte? Si vous posez la question à un avocat, il va vous dire beaucoup. Si vous demandez à d'autres personnes, les défenseurs de droit, ils croient aussi à l'importance de la terminologie. En quoi la terminologie est-elle importante pour vous, pour votre organisation, et quel est le cadre que vous utilisez lorsque vous parlez essentiellement de travailler en collaboration avec des jeunes, lorsque vous élaborez une terminologie et en quoi est-ce important pour vous? J'aimerais commencer par Mariana. Mariana, comment créez-vous le contexte linguistique et terminologique au sein de votre groupe? Je sais que vous travaillez essentiellement en espagnol, mais quel est d'après vous le jargon le plus approprié? Écoutez, pour moi, l'importance du langage, de la terminologie est absolument cruciale. Il fonctionne au niveau dynamique des relations. Et je suis sûr que si je vois une publication avec la terminologie utilisée par les organisations, nous avons une idée pratiquement immédiate de savoir s'ils réussiront ou non dans leur mise en œuvre de leurs activités. En tant que jeunes, en tant que militantes, on nous rappelle constamment que nous ne devrions pas être là, que nous essayons de faire quelque chose qui ne nous regarde pas, que nous essayons de nous introduire dans un système qui n'est pas le nôtre. Et nous nous forçons pour dire que nous devons jouer un rôle d'adulte. Nous sommes des jeunes, nous sommes des adolescents, mais on nous fait comprendre qu'on ne devrait pas être là. Et cela nous place dans une situation difficile, car cela mine, sape les ressources que nous avons pour enrichir la conversation. La gage inclusive vis-à-vis des jeunes,
l'inclusion dans tous les grands groupes de discussion, tout cela fait qu'il y a l'établissement d'un climat de confiance, ce qui est essentiel. Lorsque nous parlons de la langue inclusive, du langage inclusif, nous parlons d'un langage que d'autres ne comprennent pas forcément. Une terminologie qui ne doit pas stigmatiser un groupe. Si vous utilisez le plus grand mot possible, cela ne veut pas dire que on considère que vous n'essayez pas de collaborer avec les autres, que vous essayez de vous en démarquer, de vous en isoler. Et on vous dit, mais vous n'êtes pas prêt pour ça, vous ne devriez pas être là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais lorsque l'on commence à parler du travail dans ces structures très formelles, j'essaye toujours de rappeler que si, pour le mode de travail et la théorie, ils ont tendance à limiter la manière dont les gens appliquent leur expérience. Nous devons remettre en cause la manière dont nous procédons et non pas d'où viennent les intervenants. Pour un grand nombre d'intervenants qui sont jeunes ou adolescents dans des organisations, c'est un défi constant que d'essayer d'avoir accès aux ressources des organisations lorsque la langue devient plus élitiste, une indication d'un contexte, d'un horizon, d'une éducation, ce qui tend à nous exclure régulièrement de la conversation, ce que nous voulons éviter, bien sûr. Oui, l'exclusion, si la langue n'est pas ouverte et si lourde et si pesante, fastidieuse que pour beaucoup de jeunes, il est impossible de participer de manière pleine et entière. Pensez-vous tous, lorsque vous travaillez à vos activités de plaidoyer, parlez-vous d'engagement des jeunes, de participation des jeunes, d'implication des jeunes? Comment présentez-vous les choses? Même lorsque nous utilisons différents termes, nous veillons toujours à ce qu'il y ait une communication avec tout le monde, y compris les gens qui sont moins privilégiés, qui ont moins de contexte, qui ont moins d'accès aux ressources. Cela veut dire que quelqu'un qui a 30 ans peut lire notre texte et dire oui, cela semble logique et c'est quelque chose dans lequel j'aimerais m'impliquer. Donc, c'est important pour les pratiques au Mexique. Le FNUAP a mis en place un groupe consultatif pour essayer de montrer de la documentation aux jeunes, pour leur montrer ce qui est compréhensible. Et dans la pratique, bien souvent, nous disons non, vous utilisez les plus grands mots possibles et ce n'est pas comme ça que ça marche. Enfin, vous nous posez la question, on vous répond. De votre point de vue, vous ne vous rendez peut-être pas compte que votre terminologie est trop difficile, elle est inabordable. Si vous voulez parler sur notre situation à nous, si vous voulez en savoir davantage sur notre situation à nous, vous devez faire autrement. Il y a un exemple de l'initiative du gouvernement mexicain au niveau de la rédaction d'une politique publique. Et il y avait une version pour ceux qui avaient 12 ans. Ils l'ont présenté à des gens qui avaient 12 ans et à des gens qui avaient 29 ans, et en fournissant une évaluation égale aux réponses. Avec des choses très simples, comme par exemple de prendre une phrase et de voir comment elle est perçue. Les initiatives initiatives concernant les jeunes qui n'ont pas d'éducation formelle fait qu'ils ne seront pas perçus de la même manière. Donc, c'est vraiment très important. Leur contribution est importante, même si elle est différente. Merci, Mariana, c'est très important. Anna, lorsque vous essayez de socialiser le changement autour de la participation, de l'implication, la mobilisation des jeunes. Quel est votre point de départ pour ce qui concerne le langage au niveau d'Engender Health? Qu'est-ce que vous utilisez comme terminologie pour que l'on se retrouve tous sur la même page, si je puis dire? Eh bien, pour commencer, je dirais que
le jargon, la langue est très importante pour nous, qu'elle a des implications d'intention, de contexte, de cadre de référence, du sens de ce dont on parle, la participation, le leadership des jeunes, l'implication des jeunes. Et puis, cela permet de préciser et de démystifier, si vous voulez, ce sujet qui est un peu flou pour beaucoup. Donc, nous travaillons avec les questions avec Choice for You sur les questions de sexualité. Nous avons travaillé à une évaluation organisationnelle et par ce processus, nous avons décidé que nous allions adopter la fleur de la participation des jeunes développée par cet effort, ce qui nous a permis de mieux comprendre les experts dans ce domaine. Donc, nous utilisons le modèle de la fleur et cela a fonctionné merveilleusement. Pourquoi? Parce que ce modèle essaye de manière concise et simple de dire ce qui constitue ou ne constitue pas une forme d'engagement significatif. Cela crée une certaine souplesse offerte à nos collègues comme à nous-mêmes pour nous permettre de mieux visualiser à quoi peuvent ressembler différentes opportunités. Et cela indique quels sont les ingrédients, les éléments importants. Si l'on compare cela à une recette de cuisine, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour que cela fonctionne bien? Donc, pour nous, cela a été très utile. Si vous n'avez pas vu la fleur de la participation de la jeunesse, elle a des pétales, des fleurs, des racines, des tiges, il y a un soleil, il y a des nuages. Donc, oui, merci d'avoir mis le lien dans le chat. Cela a été développé par une organisation qui fait un travail absolument remarquable. Donc, nous prenons leur travail exceptionnel et nous essayons de l'amener à un autre niveau, à une autre perspective. Merci, Anna. Mike, l'USAID est un géant parmi les organisations. La socialisation des concepts d'engagement, participation, partenariat avec les jeunes peut être difficile pour tant de bureaux, d'individus, de projets, de programmes. Quelle est l'importance de l'élément linguistique et que recommanderiez-vous à d'autres qui opèrent dans de vastes organisations et qui essaient de tous se comprendre et de donner la même définition aux choses? En quoi l'élément linguistique est-il utile à ce processus? Écoutez, merci. Nous venons de conclure 2 journées avec notre personnel du monde entier à parler de ces questions. Et la semaine dernière, nous avons procédé à notre symposium annuel sur la puissance des jeunes avec plus de 300 leaders de jeunes travaillant avec nos services pour mettre en œuvre leurs programmes. Et cela s'appelait directement de la source. L'idée étant de voir où on en était pour le développement de la jeunesse dans les différents secteurs. La question linguistique est essentielle. Je suis tout à fait d'accord avec Mariana et avec les exemples qu'elle a donnés. Pour nous, je me suis rendu dans un grand nombre de pays. Il faut reconnaître l'importance des langues. Lorsque l'on peut parler la langue de la communauté ou essayer au moins de les comprendre, imaginez que vous vous rendez dans un nouveau pays avec une culture différente, un langage différent et que l'on essaie de parler avec les outils à notre disposition, il y a un décalage, il y a une rupture même. Et nous encourageons notre personnel à parler avec des jeunes, mais quelquefois, nous ne saisissons pas tout. Si nous regardons les racines, cela vient de l'échelle de Hartz. Et lorsqu'il a commencé dans ce secteur, Roger Hart et moi travaillions à l'époque à l'UNICEF, début des années 80, et le concept était très transformatif à l'époque. L'idée étant de voir ce que c'était que la manipulation, l'introduction d'un élément symbolique, mais seul le haut de l'échelle était ce qu'il y avait de mieux, alors que la participation au niveau situationnel était différente.
Donc, en demandant aux jeunes d'examiner ce modèle, l'on parvient à une meilleure manière de le présenter, de l'exprimer, et cela permet d'incarner les idéaux qui permettent de comprendre l'engagement, la participation, la direction par les jeunes dans tout le processus de prise de décision. Mais j'en reviens au concept des langues, un élément qui est très important et que nous essayons d'instiller dans les travaux de l'USAID. Vous allez le voir au cours des mois à venir, nous lançons de vastes initiatives de localisation pour voir comment renforcer les voix inclusives partout, pas simplement dans les capitales comme Washington ou autres, mais il faut faire entendre les voix de tous, que ce soit au niveau de la santé, de la reproduction ou autre. Comment nous structurer pour nous assurer que nous entendons toutes ces voix. Au cours des 3 dernières années, nous avons procédé à davantage d'évaluation de la jeunesse qu'à toute autre période de l'histoire de l'USAID parce que nous reconnaissons qu'à l'époque, on ne savait pas ce que pensaient les jeunes. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres. Nous avons travaillé avec Shujaz, par exemple, qui est un groupe dirigé par des jeunes, c'est une organisation d'apprentissage et de développement qui travaille aussi avec l'Association nationale de la jeunesse, 1 million de jeunes impliqués dans les parlements des jeunes à différents niveaux dans le pays. Et nous leur avons demandé de procéder à notre évaluation. Nous avons collaboré avec eux par le biais du programme de la puissance des jeunes. Le résultat a été une série de conclusions beaucoup plus percutantes qui nous permettent de mieux cibler nos activités. C'est cela que nous voulons faire au niveau de l'USAID, c'est rappeler à nos effectifs comment nous écoutons, comment nous parlons avec les jeunes dirigeants et vice-versa, comment apprennent-ils, ces jeunes dirigeants, le langage des grands donateurs, des principaux bailleurs de fonds. Et je vais conclure là-dessus. Le jour où les agences disent que les jeunes seront l'espoir du lendemain, ça devrait être terminé. Non, les jours où les jeunes peuvent avoir un siège à notre table, cela doit fonctionner de la même manière. Lorsque moi, je parle avec des partenaires de mise en application, c'est bien ce que nous disons, mais il faut qu'ils l'entendent et qu'ils le mettent en œuvre. Les jeunes dirigeants dans le domaine de la santé reproductive, du climat et bien d'autres, que l'on essaie de déterminer ce que font les jeunes aujourd'hui dans ces différents espaces et ce qu'ils ont besoin de faire du point de vue linguistique. Cela permet aux jeunes de dire oui, cela je peux l'appuyer, ça je sais quoi en faire. Donc il faut apprendre comment devenir plus spécifique, plus granulaire avec cet élément linguistique et aller au-delà de la théorie. C'est là la puissance des langues. Une excellente remarque et je crois que nous savons tous, que ce soit quelqu'un dans notre vie personnelle, notre partenaire ou autre, qui nous dit la même, s'ils nous disent la même chose tout le temps, on arrête un petit peu d'écouter. C'est la même chose au niveau du travail, du plaidoyer. J'imagine que Mayana, quelquefois c'est très difficile pour vous parce que vous vous apercevez que les gens ne vous écoutent pas ou bien qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Donc, la terminologie utilisée a une grande importance. Je suis donc d'accord pour dire qu'il y a un équilibre entre les jeunes qui apprennent la langue des bailleurs de fonds et les donateurs qui doivent eux aussi comprendre qu'ils ne communiquent pas d'une manière très efficace et qu'il est donc nécessaire de parvenir à un équilibre de communication entre les groupes. Dans un monde idéal, bien sûr, les organisations se pencheraient vers les jeunes, mais nous savons aussi que certaines organisations sont hyper rigides, ce qui fait qu'il leur est très difficile de faire preuve de cette flexibilité. Donc, la réalité doit être prise en considération au niveau de la capacité à parler chacun la langue de l'autre, ne fût-ce que dans la théorie. Malheureusement, je crois que Joy a perdu sa connexion. J'espère qu'elle arrivera bientôt. Donc, comment, avec
cette question, le cadre est important, la terminologie est importante, mais quelque chose que nous avons entendu dans toutes les remarques est que la connaissance est un indicateur des valeurs. Quelque chose que j'ai observé, les organisations, les bailleurs de fonds qui essayent de participer. Souvent, si cette participation est fondée sur les valeurs et les droits, ce sera un engagement qui est plus profond et plus fructueux. Donc, voilà ma question. Si nous avons cette terminologie qui reflète ces valeurs, quelles sont les valeurs, à votre avis, que les organisations devraient s'en servir pour rendre possible le changement? Quelles sont les valeurs que les organisations devraient utiliser, partager? Et comment faire cette analyse? Est-ce que ces valeurs nous aident dans notre travail avec les jeunes? Je sais qu'Anna, vous avez déjà fait du travail avec cette réflexion, d'essayer de vraiment bien analyser votre organisation. Quand vous essayez de dévoiler la réalité, quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour votre organisation et votre travail avec les jeunes? Merci et merci d'avoir posé cette question. Je pense qu'il y a trois valeurs organisationnelles qui sont les valeurs prioritaires pour faire ce travail de façon efficace. D'abord, comme vous avez dit, la réflexion, l'idée de mettre en question les valeurs, de mieux définir notre travail. Cela nous a aidé à améliorer nos initiatives. Au début, avec les initiatives sur les choix pour les jeunes, la fertilité, la sexualité, nous nous sommes posé la question, comment pouvons-nous nous améliorer? Comment pouvons-nous faire avancer nos valeurs et nos initiatives? Pour le faire, il fallait reconnaître la position des membres de notre personnel. Il fallait faire croire que c'est très important le travail que nous faisons. Nous avons tous été socialisés selon les normes de genre de notre culture. Et souvent, ces normes de genre peuvent saper le potentiel des jeunes, simplement à cause de leur âge. Et oui, cette réflexion, il faut aussi accepter que cette socialisation est OK parce que voilà, c'est quelque chose qui nous a été appris. Nous avons appris cela, ce sont des leçons de la société. Je pense que cela peut avoir des effets sur l'engagement des jeunes. Il faut aussi essayer d'impliquer le point de vue et les expériences des jeunes. Il faut reconnaître ces expériences. Nous parlons de cette idée tout le temps, mais de quoi s'agit-il honorer? Il faut mettre en valeur les expériences des jeunes. Nous avons des experts cliniques, des experts dans différents domaines, mais il faut niveler le terrain de jeu. Il faut essayer de mettre tout le monde au même niveau. Il ne faut pas tout simplement dire, ah voilà, voilà ce que les jeunes pensent. Il faut laisser les jeunes seulement dans la boîte des opportunités pour les jeunes. En fait, il faut mettre en valeur les expériences des jeunes parce que ce sont les expériences aussi importantes que les autres expériences. En général, il n'y a pas de conflit entre ces expériences et les expériences des experts, mais parfois, on peut créer les conflits. Troisième valeur, il faut s'engager aux valeurs de qualité, de justice et de ne pas abandonner certaines populations. Il ne faut pas mettre la population jeune de côté. Il faut reconnaître que c'est une population diverse. Ce n'est pas peut-être, où il y a des groupes qui ne sont pas peut-être les plus faciles à accéder, ou il y a d'autres populations parmi les jeunes qui sont la spécialité d'un collègue.
il faut reconnaître que chaque jeune, chaque individu a quelque chose à contribuer. Et parfois, il faut sortir des chemins battus pour identifier ces jeunes et pour entendre ce qu'ils ont à dire. Merci, Anna. Merci. Une chose que j'ai beaucoup appréciée, le fait que ce sont les mots, les paroles qu'on utilise très souvent. Je vois que nous avons une cinquantaine de participants aujourd'hui et je me demande combien d'entre nous travaillent dans des organisations. Peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un dans le couloir ou quelqu'un qui est ici sur Zoom et poser la question, quelles sont les valeurs de votre travail? Et la réponse, souvent, il y aura «Oh, mais qu'est-ce qu'on a dit pendant la levée de fonds? Qu'est-ce qu'on dit par l'organisation?» Je ne dis pas que ces individus n'ont pas leurs propres valeurs, mais je pense qu'il peut être très difficile si la personne ne partage pas les mêmes valeurs de l'organisation, d'impliquer ces valeurs dans le travail quotidien. Marianne, j'ai une question pour vous. Est-ce que cela a été très clair au début de votre travail, quand vous avez travaillé avec des organisations de jeunesse? Est-ce que les valeurs étaient présentées d'une façon très claire? Est-ce que les valeurs étaient évidentes? À votre avis, quelle est l'importance de ces valeurs quand vous allez interagir avec une organisation? Est-ce que cela influence les sentiments que vous avez en travaillant avec cette organisation? Oui, je pense qu'il est très important de différencier les intérêts et les valeurs. Je pense que c'est très important en travaillant avec les organisations des jeunes. En travaillant de plus avec ces organisations, vous pourriez reconnaître qu'il y a peut-être des différences de valeurs. Quelque chose que j'ai observé très rapidement. Souvent, comme j'aime bien rencontrer ou se voir, se retrouver avec des personnes connues, une fois que vous êtes dans une réunion, vous reconnaissez très rapidement s'il y a un problème. Nous ne sommes pas là pour représenter la voix de tous les jeunes partout. Nous représentons seulement notre population. Souvent, quand vous êtes là, dans les réunions, vous êtes là, vous êtes présent, c'est très bien, nous avons l'implication des jeunes. Mais avec un peu de temps, on se rend compte du fait que personne n'a parlé avec ces jeunes. On n'a pas entendu leur voix. Nous avons une personne qui a la cinquantaine qui est en train de parler pendant toute la réunion. Donc, nous essayons toujours de présenter nos valeurs. Par exemple, la valeur de la transversalité. Quelque chose que nous avons mis au cœur de notre travail, à la création des espaces sûrs. Avec notre travail, nous verrons de plus en plus d'organisations qui ont créé ou qui utilisent ces espaces sûrs pour les jeunes. Mais souvent, il faut être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va tout simplement dire: «Ah OK, j'ai noté, ce que les gens ont dit et après je vais tout mettre, dans un tiroir quelque part, pour le ranger pour plus tard». Il faut assurer que les valeurs, présentées, par les organisations sont les valeurs, partagées, avec notre organisation. Donc nous avons une réunion avec, 5 directeurs et nous sommes là 5 membres de mon organisation, nous avons une conversation avec ces autres personnes. Il faut penser, il faut réfléchir. Comment pensons-nous au changement de valeurs? Quelles sont les valeurs
fondamentale pour notre organisation. Je pense qu'une valeur qui est très importante, la décentralisation, c'est quelque chose d'essentiel pour nous au niveau local, régional et national. Moi, je peux continuer je parle des exemples au Mexique et en Amérique latine parce que c'est de la région que je connais de mieux. Mais au Mexique, nous avons tout qui est très centralisé. Mais quand je parle du Mexique, je sais qu'il y a d'autres perspectives des représentants des autres pays comme le Panama, les pays de l'Amérique centrale qui ont eux aussi leur propre perspective à présenter. Mais je pense que pour les valeurs, il faut, euh, il faut avoir ces valeurs, il faut euh, voir ces valeurs à tous les niveaux et dans toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Si vous essayez d'établir trop rapidement les conseils des jeunes, comme Marianne a dit, ou si vous encouragez plus d'engagement des jeunes dans un projet ici ou un projet là-bas, mais si vous ne prenez pas quelques instants pour bien réfléchir sur les valeurs de votre organisation, votre institution, votre projet, tout peut changer. Cela peut influencer la qualité des partenariats et l'engagement des jeunes. J'ai parlé avec quelques collègues hier et les collègues qui font une liste des 5 valeurs et après, on va regarder l'implication des valeurs dans chaque projet en cours. Comme Mariana a dit, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail difficile, mais en fin de compte, vous aurez de vraies collaborations, de vrais partenariats avec des jeunes. Ce ne sera tout simplement les échanges superficiels. Mike, vous avez dit que vous faisiez partie d'un groupe qui travaille avec Roger Hart. Vous avez parlé d'un article de l'UNICEF qui parlait de l'échelle de participation. Vous voyez dans cet article la formation de la terminologie et comment la terminologie peut changer à travers cette échelle. Parlons-nous des valeurs. Est-ce que nous sommes presque arrivés au bout de l'échelle ou sommes-nous toujours en train de monter? Comment utiliser les valeurs? Comment assure-t-on que les valeurs influencent le travail? Je sais qu'il y a des personnes qui disent, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer un rôle, le budget, le personnel. Et enfin, bah, malheureusement, j'ai oublié le troisième. Ah, c'est la stratégie. C'est d'avoir un plan faisable. Il faut un plan, un budget et les individus euh, qui se sont consacrés à ce travail. Quels sont les éléments que vous avez vus? Quels sont les genres des instruments que vous avez utilisés? Comment prendre ces valeurs et les mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre travail? Vous savez, ce triangle du succès est parfaitement vrai. Le budget, le personnel et une stratégie, c'est ce qu'il faut. Au bout de 10 ans, nous regardons ce que nous avons fait et nous repensons notre politique à l'égard des jeunes. Avant, c'était par un bailleur de fonds bilatéral. Et puis, au bout de 40 ans d'années de développement, nous avons beaucoup appris sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Et nous avons aussi appris qu'il fallait être résolu dans nos interventions. Nous avons investi depuis toutes ces années des millions de dollars dans la recherche et il y a 3 ans, nous avons procédé à une évaluation de nos résultats par rapport aux principes que nous avions énoncés, ainsi que les progrès réalisés. Et
Nous avons fait de gros progrès au niveau de certains éléments tels que les mises à l'épreuve, l'expansion de nos investissements dans les programmes pour les jeunes, mais là où il y avait des problèmes, c'était au niveau de l'implication concrète des jeunes. Donc, nous avons fait un certain nombre de choses pour essayer de réagir face à cette introspection. Nous repensons notre politique à l'égard des jeunes. Vous le verrez en janvier. Et la semaine dernière, en compagnie de plusieurs membres du personnel de nos agences, nous avons répondu à 500 commentaires qui ont été transmis lorsque nous avons posté notre politique. Nous avons fait ce travail avec notre personnel, les partenaires. Nous avons une version 1.0, puis nous avons demandé les observations internes, puis des observations à l'externe. Et à chaque étape, nous apprenons de plus en plus ce qu'il en est de la connexion et comment nous voulons que ce langage fonctionne pour que nous puissions être tenus responsables de nos engagements. Ce que nous avons développé, c'est un outil d'évaluation des programmes pour les jeunes qui permet à n'importe quelle organisation de voir ce qu'elle réalise en termes de son approche vis-à-vis des jeunes au bout de 30 ans de recherche dans les pays à revenus faibles, intermédiaires ou élevés. Que faut-il pour que les jeunes puissent s'épanouir, être résilients? Il y a les atouts, les avoirs, comment contribuer de manière civique, comment fonctionner dans cet environnement de facilitation, cet environnement propice. Nous avons reçu beaucoup de réponses. Cet outil nous a permis d'être plus efficaces, mais surtout, nous avons modifié nos principes pour. Bien sûr, il faut déterminer des principes qui sont suffisamment simples pour que tout le monde puisse les utiliser comme leur étoile du berger, si vous voulez, leur étoile polaire, mais s'ils sont trop longs, on va les oublier. Donc, on s'est retrouvé avec 8 principes qui, selon nous, étaient fondamentaux pour tous ces groupes avec lesquels nous travaillons et nous les avons organisés étant première place. Ce sont nos points faibles des 10 dernières années, à savoir au niveau de l'engagement des partenariats avec les jeunes. Donc, nous avons une nouvelle initiative qui va vraiment se concentrer sur la manière dont nous renforçons ces partenariats et ces interactions avec les jeunes, avec une activité sur 4 ans, avec un soutien d'1 million de jeunes dans tous les secteurs, au niveau de la formation professionnelle, de l'implication politique, de leadership. Tout ceci est axé sur un leadership collectif, que ce soit sur le VIH-Sida ou la création de nouveaux ambassadeurs ou sur FP 2030 ou d'autres. Et nous travaillons de concert avec une cinquantaine de jeunes leaders du monde. Nous avons créé une plateforme électronique. Il y en a qui ont dit oui, c'est très joli tout ça, mais c'est pour les spécialistes du développement. Les jeunes voulaient une plateforme faite par les jeunes pour les jeunes. Donc, nous avons créé cette plateforme où ils organisent des webinaires. Ils créent des kits de départ pour s'occuper de problèmes qui les passionnent. Nous avons 14 000 jeunes qui travaillent sans cesse sur toutes ces questions à travers cette plateforme. Quant aux autres principes qui sont maintenant en haut de la liste, il s'agit de ne plus parler des jeunes comme d'un groupe isolé. Il faut célébrer, reconnaître la diversité des jeunes, leur inclusion, leur inclusivité et les intersections. En termes d'obstacles auxquels se heurtent les différents groupes de jeunes, cela veut dire que lorsque nous organisons différentes activités, lorsque nous leur transmettons des informations pour les aider à surmonter ces obstacles, nous reconnaissons le caractère unique de ces opportunités, le caractère unique des obstacles auxquels ils se heurtent et nous nous penchons sur un apprentissage collectif. Il s'agit bien sûr d'une vaste organisation très bureaucratique, l'USAID avec beaucoup de supervision du Congrès. Alors, comment faire parvenir les ressources directement au groupe de jeunes? Nous avons une initiative, Youth Excel, qui est très novatrice et qui permet de procéder à des recherches avec les organisations menées par les jeunes. Et l'un des derniers principes consiste à appuyer l'innovation par les jeunes dans le domaine de la technologie. Regardez, par
exemple, au Rwanda, nous avons un excellent exemple de la manière dont les jeunes et d'autres partenaires au Rwanda travaillent ensemble pour construire une plateforme numérique avec les jeunes qui réagissent vraiment aux informations productives. Merci. Mike nous a donné un grand nombre d'outils et nous avons placé l'instrument d'évaluation dans la fenêtre de chat. D'autres organisations ont fait des tests également d'évaluation. Donc, si vous voulez indiquer dans la fenêtre de chat ce que vous avez fait, regardez par exemple ce qu'a fait Endanger Health pour essayer de remettre en cause leur aptitude à procéder à ces évaluations. Nous avons entendu des réponses formidables et malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de regarder les questions dans le chat, ce qui fait généralement partie de notre programme. Marianne, j'aimerais vous poser une question qui a été soulevée par nos participants. Un grand nombre d'organisations essaient de prouver comment elles travaillent avec les jeunes et peut-être par désespoir de n'avoir pas réussi à le faire auparavant, ils essaient quelque chose de très nouveau aujourd'hui ou s'agit-il vraiment de quelque chose de différent? Normalement, la conception axée sur l'humain. Dans votre expérience, s'agit-il vraiment d'idées nouvelles? S'agit-il de changement? Est-ce simplement un nouveau nom pour la même vieille chose? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous diriez à des organisations qui se rendent compte qu'elles n'ont pas travaillé comme il fallait, qui testent de nouveaux modèles comme cette conception axée sur l'humain? Est-ce que d'après vous, c'est la manière de progresser ou prononceriez-vous quelques mots de mise en garde? La conception axée sur l'humain me semble excellente. C'est beaucoup plus facile, cela demande moins de ressources qu'on ne le pense souvent. Certaines organisations, quand on leur en parle, pensent à ces vastes activités où il faut changer complètement la manière dont nous fonctionnons, alors qu'en fait, la conception axée sur l'humain peut être appliquée dans la manière dont nous travaillons les uns avec les autres, notamment les manifestations, les conversations, les réunions axées sur l'humain. Quand on réfléchit à la chose de cette manière, nous voyons les petites choses que nous pouvons changer aussi, les concepts que l'on peut introduire qui peuvent vraiment modifier la manière dont nous travaillons les uns avec les autres. Et si nous pouvons commencer à repenser la manière dont nous obtenons ou recevons des réponses et des rétro-informations des jeunes, il s'agit quelquefois tout simplement d'établir un forum qui permet à ces groupes de communiquer. Une plateforme, parce que l'on veut essayer que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. La formation, il faut une formation qui soit utile et qui soit nécessaire. Un exemple, lorsque j'avais 15 ou 16 ans, on nous a envoyé un gros dossier, une grosse activité, un gros projet. On nous demandait de réviser, revoir, repenser un certain nombre de choses. Ça paraissait fantastique. Et puis, on nous l'envoie. On nous demande notre réaction. Et puis, vous ne comprenez pas que des jeunes de 15 à 16 ans ne savent pas lire des textes législatifs. Donc, une simple formation dans la conception axée sur l'humain, avec une petite formation d'1 heure sur la compréhension de ce texte, vous auriez rendu cet effort beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile, beaucoup plus inclusif. Et cela nous dirait comme message, nous voulons vraiment vos réactions au lieu de nous vous envoyons ça parce que nous devons le faire, c'est sur notre liste. Je pense donc que c'est excellent, certes, mais il ne faut pas se contenter de flotter au niveau macro dans ce quotidien dont nous travaillons. Une excellente remarque, Mariana. Je vois que Anna a levé la main. Il nous reste quelques minutes à peine et nous risquons de déborder légèrement, donc mes excuses d'avance. Anna, quelles sont vos réflexions pour les organisations
il y a des éléments fondamentaux que vous avez identifiés, que les organisations doivent faire avant de sauter dans quelque chose de tout nouveau. Mais peut-être avez-vous aussi des réflexions sur ce que d'autres envisagent, certains modèles et des manières de procéder. Anna, j'ai levé la main parce que je crois que quelquefois, dans la manière dont les ONG parlent, on est coincé sur la manière de bien procéder, ce qui fait qu'on manque beaucoup d'opportunités. Alors on dit, ah, le développement axé sur l'humain, ah, formidable, qu'est-ce que ça sonne bien. Ou un conseil consultatif des jeunes, ça marche bien là-bas, on devrait le faire aussi. Lorsqu'on procède ainsi, nous perdons ces éléments de réflexion clés lorsque l'on réfléchit de manière plus holistique, surtout les jeunes. Si c'est une priorité, comment pouvons-nous faire? Le développement axé sur l'humain, c'est un bon concept, certes, mais ce n'est pas le seul. Et lorsque nous réfléchissons à voir comment apparier ce que font les gens, compléter ce que font les gens, on oublie un peu, quelquefois, les éléments les plus importants. Il faut pouvoir s'engager à tous les niveaux, du PDG jusqu'au coordinateur dans chacun de nos pays, l'assistant administratif, le chauffeur, le technicien, parce que tout le monde a un rôle à jouer. Parce que ce n'est pas simplement l'engagement des adolescents et des jeunes pour un projet, pour un point particulier. Non, maintenant nous l'avons compris. Nous ne voulons pas que le succès, c'est un conseil consultatif des jeunes dans tous les pays. Non, ça, ce serait un échec parce que cela veut dire que l'on ne réfléchit pas suffisamment aux options, aux manières de travailler avec les jeunes pour voir quelles sont toutes les options et je vais m'arrêter là. Merci. Oui, ne pas partir du principe que chaque modèle s'applique à toutes les situations, comprendre tous les modèles de partenariat avec les jeunes et pour les engagements avec les jeunes. Mike, une intervention de 10 secondes? Oui, dans le chat, j'ai indiqué le lien pour le kit Global Lead. Nous avons un grand nombre de programmes de participation des jeunes, de leadership des jeunes et nous avons toute une gamme de différentes interventions, puis nous avons examiné différents programmes qui ont été réussis, couronnés de succès de par le monde. Et nous avons essayé de combiner les différents éléments de ces interventions pour obtenir l'impact recherché. Donc, cet outil en ligne peut être très utile. Et lorsque vous regardez le contexte dans lequel nous avons opéré pour travailler avec les jeunes, il y a comme des illusions, il y a une notion de ce que font les jeunes et quelles sont les interventions que l'on peut combiner pour nous assurer qu'ils puissent se faire entendre et qu'ils puissent agir. Je suis désolée, je dois partir, mais vraiment une conversation absolument fantastique et j'espère qu'elle pourra se poursuivre car elle est essentielle pour tant du travail de l'USAID. Merci. Merci Mike et bonne chance. Merci de votre excellent travail dans cette immense agence. Avant de conclure, je crois que bien souvent, nous sommes même coupables de cela aujourd'hui, nous tournons en rond dans ces conversations. Les gens en ligne disent « oui, je l'ai entendu ça 10, 15 fois pour quelqu'un qui sont en ligne. Par contre, c'est peut-être nouveau, peut-être que l'an prochain, on va essayer d'avoir des organisations et des fondations qui interviennent sur le court terme. » Mariana, est-ce que vous voulez très rapidement dire aux collègues en ligne ce que We Trust Youth peut faire? Est-ce que nous espérons que les organisations et les fondations peuvent faire pour démarrer? Oui, je veux bien. We Trust Youth est une initiative soutenue par plusieurs organisations. Ces organisations travaillent depuis des mois sur cette initiative. Nous croyons qu'il y a un certain intérêt dans des organisations
de créer des partenariats plus équitables avec les jeunes. Nous essayons de les encourager d'avancer dans ce sens. Nous encourageons les organisations, les bailleurs de fonds de relever le défi entre janvier et juin de participer à 3 ateliers. Nous avons des ateliers de travailler avec les autres membres du groupe, les bailleurs de fonds, les ONG, par exemple, et aussi les ateliers où les participants travailleront avec les représentants des autres groupes. Et nous voulons les encourager à changer la façon de travailler. Nous voulons avoir une idée de comment nous allons changer le domaine, mais aussi comment moi, individuellement, je vais changer telle ou telle chose. Donc, nous allons essayer de voir des changements dans les interactions des jeunes avec les barres de fonds, des organisations, avec les autres parties prenantes. Je pense que c'est une excellente initiative et une proposition qui va nous aider à créer une place. Nous pouvons encourager plus de dialogue pour effectuer des changements dans ce domaine. C'est excellent, Mariana. Oui, que c'est axé sur les valeurs, mais avec une concentration sur le changement du fonctionnement. Je pense qu'il y a une trentaine d'organisations qui ont déjà accepté de participer à ces ateliers, mais ce sont pour la plupart les organisations locales, les organisations de plus petite taille. Je pense que cela veut dire quelque chose sur les grandes organisations, les organisations qui ne veulent pas céder le pouvoir. Mais ça va être très intéressant de suivre ces ateliers et cette initiative. Donc, je tiens à remercier Mariana, Anna, Mike, Joy, toutes nos excuses. J'espère que vous regardez l'enregistrement et que nous pouvons intégrer votre perspective dans le récapitulatif sur le blog. Mais je vous encourage tous à regarder le travail de Green Girls Platform parce que cette organisation fait un travail incroyable. Merci à vous tous. Brittany, je vous passe la parole pour des remarques de conclusion. Comme aujourd'hui, c'est la dernière conversation après une vingtaine de conversations précédentes. Merci beaucoup, Émilie. Oui, vous avez raison, 21 conversations. Merci, Amélie, notre modératrice, et à nos intervenantes d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir posé toutes ces questions très intéressantes. Nous allons envoyer l'enregistrement dans les prochains jours, mais j'aimerais prendre quelques instants pour faire et regarder toutes ces conversations. Nous arrivons à la fin, mais je vais juste parler très brièvement. Nous avons organisé 21 réunions pendant l'année dernière et nous avons travaillé avec FP 2030. Nous avons vu des participants de 55 pays avec plus de 2000 participants qui se sont inscrits pour parler de plusieurs thèmes, plusieurs sessions. Et les participants continuent à s'engager avec les enregistrements et les récapitulatifs. Nous sommes très reconnaissants de votre engagement et de vos questions bien réfléchies. Nous avons testé ce nouveau format et nous avons vraiment profité de nos conversations. Je vais utiliser quelques instants pour mettre les informations sur nos comptes sur les réseaux sociaux dans la boîte de dialogue. Si vous voulez suivre ces comptes, vous aurez plus d'informations sur les événements et les discussions futures. Merci à vous tous d'avoir été ici avec nous de notre côté pour toutes ces conversations. Nous avons vraiment profité de votre participation. Merci.